La grande interview, on va parler d'une plateforme qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr qui comprend 19 personnes qui veillent sur les risques cyber et qui est en alerte 24 heures sur 24. On en parle avec Jérôme Notin, directeur général. Merci d'être avec nous. Bonjour. Donc, groupement d'intérêt public, ça s'appelle ACIMA. ACIMA, dispositif national d'assistance aux victimes de cybermalveillance et de sensibilisation des publics aux risques numériques. On est en plein dans le continuum. Dans le continuum, public-privé, puisque vous l'avez dit, groupement d'intérêt public, ça veut dire que nous avons des membres qui sont des structures ministérielles, l'ANSSI, service du Premier ministre, ministère de l'Intérieur, la Justice, Bercy, l'Éducation nationale et les armées. Et à côté de ces membres ministériels, étatiques, nous avons des syndicats, des fédérations, même des structures privées qui composent notre groupement d'intérêt public. Oui, donc c'est vraiment une vigie en fait permanente sur Internet. Alors, effectivement, on a trois missions. Une mission d'assistance, étant le dispositif national d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance. Une mission d'observation de la menace, de la vigie. Quels sont les phénomènes qui émergent, les nouvelles cybermalveillances. Et puis, quels sont ceux qui deviennent sériels, c'est-à-dire quels sont ceux qui vont toucher beaucoup de personnes. Et puis, une troisième mission, une mission de prévention, justement, pour faire qu'on ne soit pas victime. Donc, c'est une sorte de filtre, de paratonnerre qui est actif en permanence, quoi. La plateforme étant une plateforme web, on est actif en 24 heures sur 24. Tout est automatisé. Vous avez parlé de 19 personnes, c'est un effectif assez réduit. On ne pourrait pas, par exemple, adresser les 3,7 millions de visiteurs que nous avons eus l'année dernière ou les 280 000 parcours d'assistance qui permettent de qualifier la menace, de poser un diagnostic et d'obtenir les conseils. Alors ceux qui nous regardent, ils se disent, bon, très bien, c'est un bel outil, mais comment ça fonctionne concrètement ? C'est-à-dire qu'en fait, ils passent par Internet, ils envoient un message, s'ils sentent que ça tourne mal pour leur entreprise, parce que vous travaillez beaucoup avec le MEDEF. Alors le MEDEF est effectivement un membre de notre dispositif. On va plutôt travailler, ou en tout cas assister les adhérents du MEDEF, les entreprises, quelle que soit leur taille, plutôt historiquement les plus petites entreprises. Donc une entreprise qui sait qualifier sa menace, elle va taper dans un moteur de recherche les mots-clés et elle va tomber sur notre plateforme pour donc décrire la menace, obtenir les conseils et potentiellement être mise en relation avec un prestataire de proximité. On en a 1200. Et puis l'autre cas, c'est quand on ne sait pas qualifier la menace, eh bien on va pouvoir bénéficier d'un parcours d'assistance. Quelques questions, est-ce que ça concerne un site web, des serveurs, des postes de travail, qui vont permettre là aussi de qualifier la menace, d'obtenir les conseils et potentiellement d'être mis en relation avec un prestataire de proximité pour la remédiation technique. Alors si on prend un exemple concret, un chef d'entreprise par exemple se doute qu'il va y avoir une cybermalveillance, ça peut être du hameçonnage, ça peut être du rançonning. Comment ça va se passer ? Il va sur votre plateforme et il demande de l'aide à l'une des 19 personnes qui sont à l'écoute. Alors non, l'effectif est là pour opérer la plateforme, laquelle plateforme est à disposition des victimes. Là on évoque une présupposition de risque, donc on va plutôt basculer sur l'aspect prévention, et là aussi on va pouvoir trouver sur notre plateforme énormément de contenu de prévention sur l'hameçonnage, vous l'avez évoqué, mais aussi comment se prémunir au sens large des cyberattaques. Je peux inviter les auditeurs, les spectateurs à aller donc sur notre plateforme, cybermalveillance.gouv.fr et de taper dans le moteur de recherche interne, la petite loupe, le mot-clé liste. Et là, vous allez avoir deux pages intéressantes, la liste des cybermalveillances que nous adressons dans le parcours d'assistance, et puis la liste des contenus de prévention, tous évidemment sous licence ouverte et gratuits et libres, pour justement rediffuser. Quand on est chef d'entreprise, on a une responsabilité sur le patrimoine de l'entreprise, mais aussi auprès des collaborateurs. Et donc, pouvoir rediffuser auprès de ses collaborateurs les différents messages de sensibilisation. Juste très rapidement, on a lancé, il y a 2 mois maintenant, la mise en ligne sur notre plateforme aussi de modules de e-sensibilisation. De formation. Exactement, sans cyber. Et donc là, évidemment, gratuitement, chaque agent des collectivités, chaque collaborateur des entreprises, quelle que soit leur taille, est en capacité de pouvoir faire les 3 petits modules qui se font 1h30, 1h50, pour justement comprendre les risques, savoir comment réagir et comment on transmet à son entourage. Ça, c'est pris en charge par l'État ? C'est gratuit ? Alors, c'est gratuit parce que nous sommes financés par l'ANSSI en partie et par une partie de nos membres qui sont des structures privées, on l'a dit tout à l'heure en introduction. Donc notre budget est un budget extrêmement restreint. C'est ça qui est dommage, il faudrait plus de moyens, c'est ça que vous voulez dire ?
Alors, j'assume le fait de dire qu'on souhaiterait avoir plus de moyens, tout à fait. Ouais. Mais alors, donc, si je comprends bien, donc protection, on peut parler d'une sorte de paratonnerre, c'est-à-dire que là, quand vous déployez une sorte de bouclier pour protéger les entreprises et toutes ces personnes qui redoutent une cybermalveillance. Oui, on peut parler de paratonnerre, en fin de compte, pour bien comprendre. Nous, directement, non, mais là aussi, on s'appuie sur un réseau de prestataires. En France, on a la chance, on a une économie qui est beaucoup représentée par des petites structures dans nos différents territoires. Vous êtes une sorte de porte d'entrée qui va donner les bonnes adresses. Indirectement, alors tout à fait, on va donner les bonnes adresses, et ça, indirectement, nous-mêmes, nous ne sommes pas en capacité de pouvoir le faire, mais on a créé un label expert cyber, et toute entreprise ou toute collectivité qui a compris qu'il y avait un enjeu de cybersécurité et qui ne sait pas comment faire, elle fait sécurisation.cybermalveillance.gouv.fr. Elle décrit en quelques clics là aussi son projet de sécurisation. Est-ce que c'est de l'infrastructure, du site web, de la téléphonie, et on va lui proposer une mise en relation avec des prestataires labellisés dont avec l'AFNOR, nous sommes assurés du niveau d'expertise. Et ça, c'est très important parce que vous êtes une sorte de SOS malveillance, SOS cyber. Autrefois, on aurait appelé ça comme ça. Mais il faut se méfier. Parce que si on va sur Google et qu'on tape risque d'attaque cyber, vous avez une ribambelle de prestataires qui ne sont pas affiliés, qui sont faux, qui sont parfois des escrocs. Et là, on risque de... Donc, on conseille vraiment à tous ceux qui nous regardent d'aller donc sur cette plateforme. C'est cybermalveillance.gouv.fr. C'est ça qui est important, parce que vous listez, vous filtrez et vous avez un label. Et on audite, on a audité, en tout cas, on a délégué à l'AFNOR la capacité d'auditer ces prestataires, et ils sont bons techniquement. Alors, ils sont bons techniquement sur le besoin des entreprises, des PME dans les territoires. En cybersécurité, on parle par exemple d'analyse de malware. On ne va pas leur demander de reverser du malware. Par contre, de sécuriser le réseau d'une entreprise, d'une PME locale dans nos territoires, oui, ça, ils savent le faire. Et vous avez moyen de voir qui est le plus touché? Est-ce que ce sont les TPE, les ETI? Parce que les grandes entreprises, elles sont bien sûr équipées. Mais est-ce que vous avez une base de données qui permet de voir aujourd'hui quels sont les plus vulnérables? La première des questions qu'on pose sur le parcours de qualification que j'évoquais tout à l'heure, c'est est-ce que vous êtes un particulier, une entreprise ou une collectivité? Quand on regarde nos chiffres sur les 288 parcours que j'évoquais aussi tout à l'heure, on a 90% de particuliers, 7%, 7-8%. Ouais. Oui, mais si vous me laissez aller au bout de ma démonstration, quand on analyse ce nombre de parcours et qu'on le ramène à la population éligible, 40-50 millions d'utilisateurs d'outils numériques, 3 millions d'entreprises, 35 000 collectivités, depuis à peu près 4-5 ans, puisqu'on existe depuis 7 ans, depuis 4-5 ans, on assiste, pour un particulier aidé, on va assister 1,2, 1,5 entreprises et 35 collectivités. Donc on a un vrai sujet en France sur les collectivités territoriales. Qui sont, en tout cas, qui viennent beaucoup plus chercher de l'assistance chez nous. Peut-être parce qu'elles nous connaissent plus. L'Association des maires de France et d'autres structures qui représentent les collectivités sont membres de notre dispositif. Mais je suis aussi assez persuadé qu'elles sont plus victimes que nos entreprises. Démunies, on le voit avec beaucoup de mairies qui sont attaquées, certaines qui même ont vu leur réseau téléphonique coupé, on en parlait sur A News Sécurité. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous les mettez en relation avec... Help, j'allais dire, SOS, aidez-nous, c'est ça? C'est ça, avec un prestataire qui va l'accompagner dans la remédiation technique pour faire que les impacts soient les plus limités possibles dans le temps et pour que les administrés dans les collectivités soient le moins impactés. Donc c'est aussi les fuites de données qui se multiplient, le vol de data. Comment on s'en aperçoit ça quand on est chef d'entreprise? Alors, quand on est chef d'entreprise, en général, les vols de données sont, sauf si c'est purement de l'espionnage, et ça c'est extrêmement difficile de s'en apercevoir, sont quand même liés à des rançongiciels. C'est-à-dire que le mode opératoire aujourd'hui des rançongiciels, c'est je rentre dans un système d'information, je cartographie le réseau, je copie les données, et ensuite je détonne la charge malveillante. Donc là, on va savoir qu'il y a effectivement eu une exfiltration des données, et puis la note de rançon va vous dire j'ai volé des mégas, des gigas, des téras, ces données. Ça, en général, on le sait. Je suis particulier, je m'aperçois que sur mon relevé de compte, on me prend tous les mois 50 €. C'est un escroc qui a détourné mes données suite à l'affaire des caisses d'assurance maladie. Je fais quoi? Vous venez sur notre plateforme, on va vous donner tous les conseils, comme par exemple de faire opposition à votre carte, bien évidemment. Ah oui, donc et déjà, ça veut dire changer sa carte de crédit. Oui, puisque si... enfin, le RIB, en tout cas, changer le... Alors, la carte bancaire, effectivement, puisque s'il y a un prélèvement sur...
on peut considérer que c'est par la carte bancaire en fait qui a été effectivement soit compromise parce qu'on a laissé son numéro sur un site web, lequel site web a été compromis, ou que nous-mêmes avons répondu à une demande d'hameçonnage. Vous avez un téléphone sur la table, vous avez très certainement dans votre historique de messages, sauf si vous les avez effacés, des SMS qui vous invitent à cliquer pour payer une amende en taille. Voilà. On le met en spam tout de suite, on le bloque. Jeux Olympiques, vous êtes impliqué ou pas? C'est l'ANSSI, en tant que service du Premier ministre qui assure la sécurité du monde régalien, on va dire, qui a été mandaté par la Première ministre pour assurer la sécurité des sites et de l'ensemble, là encore, des collectivités qui vont accueillir les événements dans nos territoires. Donc ça, c'était Elisabeth Borne, qui était Première ministre, bien sûr. Alors, la plus ancienne. Voilà, exactement. Billets, quand même, les billets. Moi, j'ai vu que, par exemple, certains malveillants, entre guillemets, voulaient détourner les billetteries pour vendre des faux billets à des prix d'or. Comment je fais pour éviter cette arnaque? La plateforme officielle, il y a une seule plateforme qui permet de pouvoir acheter les billets. Et puis si on achète des billets d'occasion, entre guillemets, sur des plateformes traditionnelles, d'échange de biens matériels ou immatériels d'occasion, on s'expose à un risque, effectivement, qu'on ait des faux billets. Donc là encore, vigilance, on respecte des bonnes pratiques. On ne va pas avoir un billet à 50 € pour la finale du 100 mètres. Voilà, un peu de bon sens. Si, malheureusement, il y aura toujours... Pour la Coupe du Monde de rugby, je crois que vous étiez intervenu. Alors, Coupe du Monde de rugby, on avait élevé notre niveau de veille, tout comme l'ANSSI. Et chose assez rassurante, alors il y a toujours des épiphénomènes, mais on pouvait redouter une vague assez massive d'attaques à tous les niveaux que ce soit. Et non, il n'y a pas eu de choses particulièrement associées à la Coupe du Monde de rugby. Et cybermalveillance, on parle aussi d'attaques venant de pays, la Russie, ça c'était dans tous les journaux la semaine dernière. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Sandworm, qui est cette armée secrète qui est prête à attaquer, détourner les chronométrages, le dopage, enfin... Est-ce qu'il faut prendre sérieux des journalistes? Je ne sais pas. Et là, oui, mais c'est quand même quelque chose qui existe. C'est un sujet... La déstabilisation, comme on dit. Tout à fait. Certains pays... pour lesquels on a attribué ce genre de menaces sont assez au fait des technologies pour pouvoir le mettre en place. Maintenant, là encore, on l'évoquait, toutes ces attaques-là, ce sont des attaques dans notre domaine, on parle de haut du spectre, et donc qui sont gérées par l'ANSSI. Évidemment, l'ANSSI a fait des exercices de crise, a anticipé tous les scénarios possibles sur ces sujets-là, et protège au maximum, en fonction, elle aussi, de ses moyens, les différentes structures qui vont accueillir les événements. Alors, vous avez un lien direct ou pas avec les entreprises, ou c'est uniquement une plateforme où les gens vous aiguillent? Est-ce que ça vous arrive d'être en lien direct avec justement les victimes? Alors, on n'est pas supposé avoir un lien direct avec les victimes. Je parlais de 3,7 millions de personnes. Et c'est pour ça que nous avons des relais, que ce soit dans les territoires ou au niveau du monde professionnel. On a parlé du MEDEF, on a la CPME, on a l'UDP. J'ai évoqué l'Association des maires de France pour les collectivités. On a des associations également pour les particuliers. Donc, c'est la force d'un groupement d'intérêt public. C'était votre première question, le continuum, de pouvoir associer la structure, la force publique et la force du monde privé. Donc, je précise, directeur général de l'ACIMA, c'est comme ça que ça se dit, ACIMA. Et alors, un parcours dans la sécurité, vous pouvez nous rappeler, car vous avez un CV qui est intéressant. Ça fait 20 ans que vous êtes dans le domaine de la sécurité numérique, je précise. Jérôme Notin. On parlait sécurité informatique, aujourd'hui on parle de cybersécurité. Moi j'ai eu la chance d'avoir commencé ma carrière dans le privé. J'ai une certaine vision et du développement d'entreprises. Des grandes entreprises comme directeur de sécurité? Alors j'ai plutôt créé, j'étais plutôt dans des petites structures pour justement la partie start-up, innovation, création d'entreprises. Et puis j'avais la chance de connaître le directeur général de l'ANSSI qui un jour me dit, regarde, il y a une offre pour rejoindre l'ANSSI, cette maison extraordinaire. Et en tant que citoyen, rejoindre l'ANSSI, c'est une expérience, la fonction publique et cette agence si particulière et si compétente que voilà, j'ai basculé. Vous étiez pionnier, c'est vous qui avez développé les premiers logiciels. J'étais préfigurateur du dispositif, tout à fait. Et directeur général du groupement d'intérêt public. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça va évoluer. Alors, on va terminer par là d'ailleurs, parce que la menace grandit, les entreprises quand même doivent se protéger. Votre rôle est vraiment fondamental. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec la masse de menaces qui arrivent? Parce qu'on parle toujours des menaces terroristes et des menaces, on en parle ici sur ANews, mais
dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine numérique, on ne voit pas cette menace arriver. Et elle se développe. Elle n'est pas concrète. Elle n'a pas de visage, elle n'a pas de nom. Nous, si nos moyens ne commandent pas, nos moyens sont assez limités de pouvoir faire plus. À un moment, on a un certain palier. Après, la sensibilisation, pour répondre un peu plus sérieusement à votre question, c'est fondamental. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne cliquez pas sur les SMS que vous recevez. Il y a encore énormément de gens qui vont cliquer sur ces liens-là et ensuite il y aura des conséquences d'usurpation d'identité ou de retrait sur les comptes bancaires. Donc ça ne coûte pas cher de faire la sensibilisation. Donc il nous faut des relais. Tous les contenus existent aujourd'hui, tous les contenus sont disponibles chez nous. Donc s'il y a des téléspectateurs qui souhaitent pouvoir sensibiliser leur entourage, leur monde professionnel, avec des modules, voilà, tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Eh ben, très bien. Alors en tout cas, il faut plus de moyens, c'est ce que je retiens. Se former, être méfiant. Et puis ne pas cliquer sur les ordinateurs, sur les SMS, etc. Parce que la malveillance cyber, elle va se développer. Merci beaucoup Jérôme Notin, directeur général de l'ACIMA, d'être venu pour la grande interview à News. Merci à vous.